Réinventer les territoires, vaste sujet qui va nous amener à une grosse demi-heure pour en parler, si vous le voulez bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Jean-Pierre Farandou, on vous retrouve avec grand plaisir, PDG de la SNCF. À mes côtés, Jean-Christophe Laloux, vous êtes directeur général de la BEI. La BEI, je le disais, c'est la Banque européenne d'investissement. Vous financez près de 1000 milliards de prêts, 100 milliards l'année dernière à peu près, environ. C'est quand même des chiffres absolument considérables. Vous intervenez dans 160 pays et vous avez votre siège au Luxembourg. Et puis on est ravis d'accueillir Christroy Ramos. Vous êtes expert en économie régénérative chez AXA Climate. Jean-Pierre Farandou, réinventer les territoires, j'allais dire, vous êtes vraiment aux manettes là. Mais quand on regarde un peu la carte ferroviaire française, on est toujours sur le réseau en étoile, hein, sur le réseau né du début de la création de la SNCF. Comment on fait au XXIe siècle, avec tous les problèmes spécifiques qu'on connaît, pour réinventer les territoires avec le train ? D'abord, avant de répondre, moi j'aime bien passer par le sens. On a parlé du sens dans la table ronde précédente. Le sens des territoires. En fait, c'est quoi un territoire ? C'est quoi un territoire ? Un territoire, c'est un collectif. C'est des lieux et des gens. Voilà, c'est des lieux et des gens qui se trouvent un destin commun, si vous pouvez une écouter, histoire merci. commune, une envie commune, un projet commun. Voilà, et c'est important parce que ça, c'est ce projet commun qui va donner de la motivation, qui va donner de l'envie, de l'énergie et qui caractérise finalement un territoire. Voilà, donc les territoires, ça se caractérise, c'est des véhicules d'énergie. Alors la France, elle a une tradition jacobine et centralisée, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, effectivement, le réseau ferroviaire, on n'a qu'à le regarder, il est à l'étoile depuis Paris, et on est un État français historiquement centralisé. C'est la royauté, c'est la République avec un président de la République, on le sait, etc. Enfin, bon, et les grands services publics qui sont à l'image de ça. Bon, et nous, on n'échappe pas au truc, et le réseau, il est structurant. Une fois qu'il est posé, ça ne se déforme pas comme ça, un réseau. Hein. Bon, alors comment on soigne ? C'est la question, c'est comment on évite de rester trop centralisé et jacobin. Il faut aller vers le fait régional, d'où ma présence ici d'ailleurs, elle est un peu symbolique de l'envie, de cap donné par la SNCF d'être davantage régionale, au pluriel d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas une SNCF régionale, c'est des SNCF régionales autant que de régions, dont une SNCF bretonne. Voilà, donc il faut absolument s'intégrer et trouver des synergies. Comment on s'y prend ? Il y a deux idées, c'est des gens et un process. Moi, depuis que je suis là, j'ai fait d'abord du fait régional un des 4 axes stratégiques de l'entreprise. Alors, c'est pas pour rigoler, quoi. Hein, c'est dans nos axes stratégiques d'être davantage régionaux, de savoir mieux travailler avec les régions. Voilà, c'est du lourd, quoi. Hein, donc, c'est pas pour rire. On le fait vraiment. On le porte par des gens, et j'ai en fait demandé un binôme. Parce que la loi fait qu'on est obligé de séparer le transporteur d'un côté, le gestionnaire d'infrastructure de l'autre. Donc j'ai des duos. Donc en Bretagne, j'ai un duo avec Magali Evert, patronne, on va dire, de côté transporteur. Et puis j'ai un nouveau directeur territorial réseau qui porte le réseau. Et ce duo-là, il incarne la SNCF et dans toute sa diversité, parce qu'elle est compliquée, la SNCF, sur le territoire breton. Voilà. Et on progresse beaucoup dans les contacts, les compréhensions, les synergies, les projets communs, comment on peut s'aider ensemble, etc. Deuxième idée, c'est faire plus que du transport. D'abord, plus que du TER. On l'a vu ce matin, c'est le TGV, c'est le fret, c'est les gares. Mais au-delà, on peut faire de l'énergie, de l'innovation, de la RSE. Enfin, voilà, on peut être partout, quoi. Une boîte comme nous, on est partout. Et on est prêt à partager tout ça avec le territoire breton si la Bretagne a envie de travailler avec nous. Voilà, donc c'est des gens et des projets. Et puis, c'est une méthode toute bête. Parce que c'est la méthode des présidents. Pour le coup, on revient au président. Moi, j'ai proposé à chaque président, et le président de la Bretagne, il a été d'accord, d'avoir une feuille de route annuelle. En fait, on s'est mis d'accord sur des sujets qu'on veut travailler ensemble, et une fois par an, on fait le point. Et quand les équipes savent que les présidents vont se voir, comme c'est bizarre, tout s'accélère, les gens se voient, ils apportent des solutions. Bon, et nous, on fait la revue. Est-ce que les projets ont avancé, pas avancé, est-ce qu'il y en a d'autres, etc. Et ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et honnêtement, c'est quoi la feuille de route cette année ? La feuille de route, ici, ça va être, bien sûr, on a vu le fret. Il y a une vraie envie de fret ici. Comment le fret se relance en Bretagne. Il y a des envies autour des ports, autour de l'agriculture. Enfin, il y a des besoins de transport par train des marchandises ou qui traversent la Bretagne ou qui arrivent en Bretagne ou qui sont créées en Bretagne. Donc il y a une envie là-dessus. Il y a des envies autour des gares aussi. Hein, voilà. Donc il y a des feuilles de route comme ça qui apparaissent. On est beaucoup sur l'innovation.
La Bretagne est une terre d'innovation. La SNCF aussi a une tradition d'innovation technique au départ, mais on est prêt à innover sur beaucoup de choses. Voilà, donc on a vraiment des objets qu'on se met en commun et sur lesquels on avance ensemble. En plus, ça fait que les équipes prennent l'habitude de travailler ensemble. C'est tout bête, mais c'est quand même ça aussi la vie. Pour avancer ensemble, il faut des projets communs. Voilà, donc vraiment une SNCF qui se tourne vers les régions. Et ici en Bretagne, parce que le fait régional est très puissant en Bretagne, c'est un peu la locomotive de cette politique qui se décline très fort sur ce territoire. Ouais. Il va y avoir plus de trains, des rames neuves, on l'a dit, d'ici la fin de l'année. Rien qu'à Saint-Malo, moi j'y viens depuis que je suis né, un peu plus de 2 heures pour faire Paris-Saint-Malo, ça a tout changé. Ça a réinventé le territoire, il était là. Je me souviens quand j'étais gamin, c'était une aventure. Bon, plus de trains à l'avenir ? C'est-à-dire, l'exemple que vous donnez, là encore, enfin, on a un peu tendance dans ce pays à tout opposer, à faire des camps, les blancs contre les jaunes, les noirs contre les rouges. Non, c'est avec. Il y a le TGV avec le TER. Il ne faut pas opposer la grande vitesse avec les trains de la vie quotidienne, ça marche ensemble. Et la Bretagne l'a parfaitement compris, je le redis, la Bretagne est la seule région avec laquelle SNCF Voyageurs a un contrat qui intègre les TGV dans l'offre régionale, notamment au départ de Rennes, on voit bien. Donc au fond, l'effet grande vitesse jusqu'à Rennes se prolonge par une irrigation volontariste du Finistère, en particulier du Finistère. Voilà, donc on voit que ça a été pensé comme ça. Bon, c'est sûr que Saint-Malo, ça en est l'exemple. Enfin, le TGV est un accélérateur économique incroyable. Voilà, d'aller plus vite, ça réduit les temps. Réduire les temps, ça facilite les échanges, ça met de la modernité dans les échanges, et il y a un booster économique évident. C'est pour ça d'ailleurs que le Finistère veut absolument que la grande vitesse aille jusqu'au Finistère, et on les comprend. Voilà, on les comprend. Voilà, donc il faut se mettre dans cette logique-là. Alors après, une fois qu'on a fait ça, ça crée de la demande. La demande, c'est des trains, et les trains neufs. Bien sûr, un client, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la gare et son train. Voilà, dans la perception du client, c'est je passe dans ma gare, est-ce qu'elle est sympa, est-ce qu'elle est pimpante, est-ce qu'il y a des services, est-ce qu'elle est pratique, est-ce que j'ai pu garer ma voiture facilement, etc. Est-ce qu'il y a la 4G ? Voilà, est-ce qu'il y a la 4G pour me connecter parce que j'ai un quart d'heure ou une demi-heure, etc. Et après mon train, c'est sûr que si le train il est vieux, il est moche, il n'est pas en bon état, la perception n'est pas très bonne puisqu'on va mettre sa personne, son physique dans un train pendant 2 heures, pendant 3 heures. On a envie d'un cadre agréable. Les régions font beaucoup d'efforts et la Bretagne en particulier. Il y a vraiment, le président l'a dit, il y a vraiment un volontarisme dans l'acquisition de rames neuves qui sont quand même superbes. Les matériels régionaux n'ont pas grand-chose à envier aux TGV maintenant. Ils sont superbes les matériels régionaux. Et les TGV nouveaux, ils arrivent. C'est pas la fin de cette année quand même, soyons clairs. C'est la fin de l'année prochaine parce que la chaîne industrielle, moi j'y suis pour rien. Il faut qu'Alstom a du retard parce que le Covid, parce que les approvisionnements, etc. Les TGV Alstom, c'est La Rochelle. C'est La Rochelle. C'est pas très loin, mais voilà, mais c'est la façade atlantique. Et au fur et à mesure où les nouveaux TGV arriveront, on sera en capacité d'augmenter les Ils veulent un beau capacités. train, ils veulent des trains supplémentaires, ils veulent des délais courts, et ils veulent un tarif, un prix. Quand on a vu cet été certains billets de train plus chers que l'avion, il faut bien le dire, notamment les jeunes, ils vous disent un low cost, aller à Barcelone, ça coûte moins cher souvent que d'aller à Saint-Malo. Vous répondez quoi ? Alors je peux répondre de 2 manières. Ou je réponds un peu langue de bois, je peux le faire, je suis parfaitement calé, ou je réponds un peu plus cash. J'ai envie de répondre cash, parce que quand même, le public s'y prête quand même. Je pense que j'ai compris qu'on avait pas mal d'entrepreneurs et d'entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vendre en dessous de mes coûts. Moi, c'est bien joli tout ça, mais je peux le faire gratuit, le TGV, tant cogné aussi. Voilà, mais c'est 7 milliards d'euros le chiffre d'affaires du TGV. Voilà, 10% de moins, c'est 700 millions. Voilà, donc je veux bien tout ce qu'on veut, moi, mais on joue avec des gros chiffres. Et à la fin, l'économie de la SNCF, elle est quand même tirée par le TGV. Voilà, parce que les activités de service public, par nature, les marges sont limitées, et c'est normal, puisqu'on vit d'argent public, le fret perd de l'argent, le réseau perd de l'argent, et les gares perdent de l'argent. La seule activité qu'on gagne, c'est le TGV. Bon, moi, si je veux équilibrer les comptes de ma boîte, je ne peux pas trop jouer avec la rentabilité du TGV, sinon je vais avoir un petit problème. Donc les billets TGV seront toujours chers ? Alors, est-ce qu'ils sont chers ? Ça dépend, ça. D'abord, ils ne sont pas toujours chers. Là, c'est le côté langue de bois, mais c'est vrai quand même ce que je vais dire. Ils ne sont pas toujours chers. Il y a les Ouigo. Les Ouigo, vous avez des prix à 15 euros, 25 euros. Voilà, ça, c'est pas cher. Et on va augmenter l'offre Ouigo. On est aujourd'hui à 25% en national de places Ouigo. On va passer à 30 ou 35% dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire une partie des rames qu'on va acheter, on va les mettre sur Ouigo pour continuer cette grande vitesse populaire et accessible. Et la Bretagne sera servie. On commence à servir la Bretagne en Ouigo. On va continuer. Donc déjà, c'est pas mal. Vous avez presque une place sur 3 dans le monde de la grande vitesse qui sera du Ouigo, donc pas cher. Deuxièmement, vous avez quand même, par exemple, la carte avantage qui vous permet d'éviter l'envolée du lead management. Vous savez, ce mécanisme qui fait qu'au dernier moment, pouf, les prix augmentent. Et troisièmement... Les avantages qui ont un peu baissé ces derniers jours. Oui, mais qui restent quand même très, très avantageux encore. Et troisièmement, il faut savoir jouer avec la gamme. Si vous attendez la veille du 14 juillet pour acheter votre billet, forcément, là, vous allez avoir des prix monstrueux à 120, 130 euros, etc. Donc, il faut aussi réussir à acheter un peu à l'avance. Et enfin,
Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'on finit par oublier ce qu'on achète. Prendre le TGV entre Paris et Rennes, c'est une Formule 1, vous roulez à 300. Vous êtes dans une Formule 1, s'il y a quelqu'un qui vous conduit, c'est pas vous. Vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de harnais, vous risquez pas de déraper, vous buvez votre café, ça vous permet de faire l'aller-retour dans une demi-journée, c'est la grande vitesse. Il y a une valeur là derrière quand même. C'est pas banal quand même. On a fini par banaliser quelque chose qui est de grande valeur. Quand même. On a fini par oublier ce que ça veut dire. Parce que derrière tout ça, vous avez beaucoup de technologie, vous avez beaucoup d'investissements. Une rame TGV, c'est 30 millions d'euros. C'est une Formule 1, une rame TGV. La ligne d'en dessous, pour rouler à 300 à l'heure, elle est nickel. Donc il faut faire une maintenance d'enfer. Sinon, vous avez un problème. Donc n'oublions, peut-être réalisons quand même la valeur extraordinaire de fait de rouler à 300 à l'heure en buvant son café entre Montparnasse et Rennes. Quoi. Voilà, je pense qu'il faut aussi redire un peu tout ça. Ou venir à Saint-Malo pour un week-end, vous ne pouvez pas le faire avant. Là, vous pouvez le faire parce qu'il y a le TGV. Ça a une valeur. Si vous avez une maison à Saint-Malo, ben, le TGV vous permet d'en profiter davantage dans l'année. Si vous n'avez pas eu le TGV, votre maison à Saint-Malo, vous auriez beaucoup moins souvent. Vous voyez, donc il faut peut-être réaliser à quel point ce service de la grande vitesse, il a une valeur, qu'il n'est pas anormal que cette valeur s'exprime dans le coût des billets. Jean-Christophe Laloux, directeur général de la Banque européenne d'investissement. Vous travaillez avec la SNCF en France parce que, alors vous réinventez les territoires ils sont larges, hein, c'est le niveau de l'Europe. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci tout d'abord de m'inviter aujourd'hui. Je ne suis pas le régional de l'étape, je suis l'international de l'étape. Il en faut un. Et je suis là ici effectivement pour manifester aussi l'attention que portent les institutions, que portent les institutions européennes aussi à l'ancrage régional. Alors effectivement, nous travaillons avec la SNCF. D'ailleurs, j'espère que nous aurons l'occasion de continuer et de faire de nouvelles annonces bientôt autour du climat d'ailleurs ensemble. Faites-les tout de suite. Non, les équipes sont en plein travail et je pense qu'effectivement assez rapidement nous aurons de nouvelles annonces ensemble. En fait, la Banque européenne d'investissement travaille sous 4 objectifs, tous d'ailleurs connectés avec des opérations que nous avons financées ici en Bretagne. Nous avons le financement des villes et des régions, et ça contient effectivement le transport. Nous avons par exemple financé la région Bretagne pour la ligne grande vitesse, dont on vient de parler. Nous avons fourni plus d'1,5 milliard d'euros à la région pour le financement de sa part dans la ligne grande vitesse. Nous finançons les PME en direct, mais surtout au travers de partenaires bancaires. Alors on a parlé de l'agriculture, on a un programme avec le Crédit Agricole justement pour l'installation de nouveaux arrivants dans l'agriculture. Vous, à chaque fois, ce sont des milliards. Hein, alors effectivement, finance la BEI. C'est le top niveau. Nous sommes souvent le partenaire de l'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire nous n'avons pas vocation à nous substituer aux acteurs de terrain. Donc nous apportons les moyens en gros, si vous voulez, pour que les acteurs de terrain puissent opérer en direct avec les acteurs économiques. Ceci dit, nous avons par exemple en Bretagne aussi financé le groupe Gaulier en direct, hein, donc il nous arrive effectivement aussi de financer des entreprises locales en direct, mais la plupart de nos actions, en tous les cas vis-à-vis des PME et vis-à-vis des ETI, sont en indirect, comme avec le groupe Arkea d'ailleurs, qui était représenté aussi aujourd'hui, avec qui nous travaillons. Et puis il y a 2 thèmes importants, c'est l'énergie et l'innovation, et peut-être on pourra en reparler, qui sont des thèmes absolument centraux, notamment en connexion avec le climat. L'énergie, Jean-Pierre Farandou, vous allez devenir producteur d'énergie, j'ai entendu ça. SNCF, qui est le premier propriétaire terrien en France, vous allez exploiter ça en panneaux solaires. Oui, c'est ça. Ben oui, mais on avait un actif qui faisait rien, c'est nos terrains non délaissés, on connaît tous les délaissés SNCF, il y en a plein. Il y a même, au grand total, 100 000 hectares. Il y a 100 000 hectares de terrain non utilisés par la SNCF. Alors, ils sont le long des voies, hein, ils ne sont pas toujours... mais voilà, 100 000 hectares, c'est un peu idiot. Bon, deuxièmement, l'électricité, tout à coup, est devenue un problème. Avant la crise en Ukraine, et avec la guerre en Ukraine et ses conséquences, l'énergie n'était pas un sujet, c'était pas cher. On avait l'énergie abondante et pas chère. Personne ne se posait le problème de l'énergie. Tout à coup, ça devient un sacré problème. Quand c'est monté à 1 000 € le mégawattheure, on a commencé à suer à grosses gouttes. Hein. Le modèle, il ne tient pas. Hein. C'était intenable. Passer de 60 € à 1 000 €, il y avait un gros problème. Bon, heureusement, c'est en train de revenir, mais ça ne reviendra jamais à 60 €. Hein.
Ça reviendra à 150, 170, on ne sait pas trop. Voilà, donc l'énergie devient un problème économique. Et vous êtes le premier consommateur On est le premier d'électricité en consommateur, France. exactement. Bon, donc c'est un problème. Voilà. Deuxièmement, c'est un problème de supply, je veux dire, d'approvisionnement. Bon, on s'est dit, c'est QFD. Troisièmement, transition écologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre raison d'être, tiens, on en a parlé ce matin. Et vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas du gadget comme ça a été dit ce matin. On a une raison d'être qui ne cite pas le mot rail. Hein, c'est agir pour un monde en mouvement, solidaire et durable. Et donc, on est sorti du cadre du rail. On dit, mais après tout, il n'y a pas que le rail. Pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes de l'électricité? Voilà, une idée, c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Hein, c'est le truc, tout à coup, un matin, on s'est dit, mais c'est bien sûr. Ces surfaces qui font rien, on va y mettre des panneaux solaires. Ça devient obligatoire d'ailleurs. Il y a une loi qui est passée en début d'année, obligation pour les parkings de plus de 1500 places d'avoir des ombrières solaires. On avait montré l'exemple, sur les supermarchés, etc. On avait démarré comme ça, donc on a lancé un projet. Il est phasé. D'ici, on va une première étape, d'ici 2030, on va être à 15% de notre consommation, en gros 1000 hectares. Et alors après, plus ambitieux, mais alors je ne serai plus là, mais je lance le cap. 2050, je pense qu'on peut être autonome. Il faut 10 000 hectares. Avec 10 000 hectares, on a la puissance qui correspond même davantage à ce qu'on consomme aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas un projet irréaliste de se dire qu'en 2050, la SNCF sera complètement autonome en électricité pour la traction de ses trains. Vous disiez, par exemple, 15% de votre consommation, c'est en gros une tranche nucléaire? Oui, alors il faut faire attention aux comparaisons. Là, il y a les puristes qui voilà, il faut faire. Oui, enfin, on peut dire que ça peut être homogène avec ça. En tout cas, c'est pas négligeable. Mais il va y avoir des panneaux solaires tout le long des voies en France ou comment ça va se passer? Alors ça, c'est la phase 2. La phase 1, pour le moment, alors on va rentrer un peu dans la technique, je suis désolé. Les panneaux solaires, c'est des fermes solaires, ils sont assez rectangulaires, enfin carrés, un peu rectangulaires, un peu massifs. Donc on va commencer par le plus facile, par les ombrières, les toitures, les cours, enfin, les espaces simples. Et avec ça, on fait les 15%. On fait les 1000 hectares, assez facilement, entre guillemets. D'ailleurs, on a fait un cadastre solaire, il faut qu'on le complète ici en Bretagne, d'ailleurs. Hein, pourquoi pas implanter en Bretagne? Enfin, on veut en faire partout, c'est possible. Pour arriver aux 10 000 hectares, on aura besoin de prendre les surfaces le long des voies. Et là, il faut des technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point de panneaux solaires en longueur. Voilà, le jour où on invente des panneaux solaires en longueur, là, on peut équiper les bords des voies, on arrive aux 10 000 hectares et à l'autosuffisance. La BEI finance ça? Écoutez, ça ne vaut pas effet d'annonce, mais effectivement, c'est très proche Vous voyez, je vais y arriver. Des pistes de financement, effectivement, que nous explorons ensemble. Mais je vous confirme, ce n'est d'ailleurs pas que pour la SNCF. Vos collègues italiens, notamment, font aussi la même chose. C'est une tendance générale pour les opérateurs du rail en Europe de s'équiper de panneaux solaires, en tous les cas dans le sud de l'Europe. Le nord de l'Europe a effectivement d'autres contraintes. Mais c'est typiquement le genre de choses que nous finançons, c'est cette transition énergétique et la production d'énergie renouvelable qui est devenue, je pense, la priorité centrale de notre action pour les 2-3 années qui viennent. Chris Roy-Ramos, on est ravi de vous entendre aussi, expert en économie régénérative chez AXA Climate. Alors vous, en tant qu'assureur, vous allez plus loin. Vous dites, face aux défis climatiques, il y a certaines entreprises qu'on ne va plus assurer, rien que ça. Ou alors, on va les former. Il faut qu'elles changent. Alors bonjour à tous, merci pour votre accueil. Le point de départ aujourd'hui, les entreprises font face à un enjeu de connaître l'évolution climatique sur leur territoire. Et je vais revenir sur la question de l'assurance et sur la question du régénératif. On entend beaucoup parler de moyennes planétaires sur le climat, les fameux 1,5, 2 degrés de réchauffement, voire plus. Mais ce qui est pertinent pour un acteur économique, pour une entreprise, c'est vraiment de savoir c'est quoi l'impact sur mon territoire, sur mes sites de production, sur mes lieux de distribution, en termes d'inondation, en termes d'érosion côtière, en termes de sécheresse. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, trop peu d'entreprises se projettent réellement là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est apporter de la clarté. C'est-à-dire qu'on a des modèles aujourd'hui. Chez AXA Climate, il y a une 50aine de scientifiques, climatologues, agronomes, géologues, hydrologues, qui peuvent, à une maille fine du territoire, comprendre les tendances et surtout comprendre comment s'adapter. Et c'est là où l'assurance peut être justement une façon de dérisquer l'adaptation. Et j'y reviendrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on en a parlé ce matin dans la séance d'avant, on en parle encore maintenant, on est face à des changements importants qui arrivent. On a publié, AXA Climate a publié une étude dans l'Express récemment sur des projections à 2050. Et en toute probabilité, on voit des phénomènes importants sur l'érosion côtière. Si on pense au Finistère en Bretagne, aujourd'hui même, c'est déjà 10% du littoral, c'est 120 km qui sont affectés. En 2050, si je prends une ville comme Lacanau, on parle de 40% de logements qui seront submergés.
Si on pense à la sécheresse, en 2050, c'est 10 millions de maisons qui vont faire face à des fissures importantes du fait de la sécheresse. Un troisième exemple, les allergies. On a des départements où plus de 25% de la population auront des allergies à l'ambroisie, par exemple. Donc, on est vraiment sur des impacts qui deviennent importants. C'est le scénario catastrophe là, que vous nous faites. Alors, ce n'est pas forcément un scénario catastrophe, parce que justement, aujourd'hui, on a les moyens, on a les compétences d'y faire face. Et l'adaptation, la compréhension de ce qui est en train de se jouer est vraiment cruciale. Et du coup, nous, on croit vraiment dans le fait que les entreprises s'équipent de ces connaissances-là, comprennent au niveau, un petit peu comme on regarde le bulletin de la météo au coin de la rue, comment il va changer le climat pour moi et comment je m'adapte. Et là-dessus, en effet, l'assurance peut dérisquer, l'adaptation peut permettre de préparer, et la régénération, c'est vraiment une façon nouvelle de s'ancrer dans le territoire et de collaborer autrement, peut permettre d'y faire face. Concrètement, ça se passe comment? Par exemple, pour l'agriculture, le secteur agricole en Bretagne, vous faites quoi? Alors là-dessus, c'est vrai, nos différents métiers interviennent pour accompagner les acteurs des filières agricoles. Par exemple, on a un industriel, agro-industriel, sur la culture du petit pois, qui se pose la question de comment mes cultures vont évoluer avec notamment le changement climatique. Et nos modèles permettent de voir si je change mes cultures, qu'est-ce qui va être le plus pertinent sur différentes régions de France. Donc nous, on crée des modèles et qu'on met littéralement dans les mains des agronomes de ces industriels-là pour pouvoir faire évoluer leur culture. En Bretagne, on a le sujet évidemment de l'élevage. C'est une des premières régions de France en termes d'élevage et aussi du point de vue de la production laitière. Il y a des vrais enjeux de réfléchir à la robustesse des races, à l'alimentation avec le fourrage ou les concentrés. Je vous donne un exemple d'une entreprise qui réfléchit vraiment de façon, je dirais, régénérative. C'est l'exemple de l'industriel, agro-industriel Bell. C'est pertinent pour la Bretagne parce que la production de lait, la Bretagne, c'est la première région en termes de production de lait en France. Eux, ils ont vu, en faisant des projections climatiques, qu'il y avait un vrai risque au niveau du stress thermique des vaches. Qui dit stress thermique des vaches dit chute de la production de lait. Et la filière est déjà dans une situation difficile. On parlait de la guerre en Ukraine, le prix des matières premières a beaucoup augmenté. Et face à une situation qui est déjà difficile, là, c'est un vrai risque qui est pesé sur la filière. Et Bell a une réflexion vraiment en termes d'ancrage dans le territoire et d'une nouvelle façon de collaborer. C'est qu'il change de dynamique où on a typiquement l'acheteur qui est en négociation régulière sur le prix le plus faible possible avec le producteur. Et en quelque sorte, ils font écosystème avec les producteurs. Ils fixent un prix suffisamment haut pour suffisamment longtemps pour que les producteurs adaptent leur méthode d'élevage. Donc c'est vraiment ces dynamiques-là qui nous donnent espoir justement sur le fait qu'on peut être à la hauteur des enjeux climatiques. Changement climatique, ça veut dire aussi que les primes d'assurance vont augmenter? Alors, qu'on ne pourra plus être assuré dans certains cas? Alors, en effet, il y a des activités, il y a des lieux qui deviennent inassurables. Je vous prends l'exemple de la Floride, où, alors c'est lointain, mais on va avoir le cas en France, où des régions deviennent inassurables sur certains types d'activités. Mais on peut aussi voir l'assurance... Et alors, comment ça se passe? Ce sont les États qui vont substituer ou comment vous voyez les choses? C'est des grandes questions. Moi ce que je vois, c'est là où l'assurance peut aider. On a le cas, par exemple, d'agriculteurs, c'est sur le vignoble. Alors, c'est un petit peu loin de la Bretagne, quoique, peut-être qu'on aura des vignes un jour en Bretagne, qui utilisent l'assurance, au contraire, pour faire une transition de pratique. Quand ils souhaitent accroître la santé des sols pour que ce sol soit plus résilient, stocke plus d'eau face à la sécheresse, ils réduisent l'utilisation de produits phytosanitaires. Mais ça les expose au risque de la maladie. Et nous, du coup, on utilise l'assurance comme moyen, et c'est unique dans l'assurance agricole, d'avoir un produit qui couvre la maladie. Parce que pendant quelques années, ils deviennent plus vulnérables à ça. Donc il faut réfléchir comment l'assurance, elle, devient en fait un facilitateur, un dérisqueur de la transition. Et après, sur des secteurs, sur des endroits qui deviennent inassurables, c'est vraiment une question collective, en effet. Oui, c'est pas totalement rassurant ce que vous nous dites. Mais de toute façon, encore une fois, et c'est ce qui apparaît depuis ce matin, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça va se passer comme ça, on le sait. Jean-Pierre Farandou, il faut des investissements considérables pour le ferroviaire. Vous voulez changer beaucoup de choses, vous réclamez 100 milliards d'investissements sur 15 ans. La Première ministre a dit dernièrement, on va peut-être faire un peu payer l'aérien. Comment vous voyez les choses? De quoi on parle? L'enjeu, on l'a dit ce matin. Il faut agir. Si on n'agit pas, on va être pas bien.
Même en agissant, voilà, ça sera un peu moins bien qu'aujourd'hui, donc il faut se bouger. La mobilité, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Dans les pays occidentaux comme nous, c'est 30-31% d'émissions mobilité au sens large. Quand vous ouvrez le capot, donc il faut agir sur la mobilité, c'est le principal émetteur. Vous ouvrez le capot de la mobilité, vous avez le mode dominant, c'est la route, camion et voiture, c'est le plus polluant. Et les modes vertueux... De plus en plus de voitures électriques. Ouais, enfin, pas beaucoup encore, hein. Bon, voilà, 10% pour l'instant. Oui, mais enfin voilà, après le sujet de monter en charge, enfin voilà, bon bref. Et les camions, avant d'avoir des camions hydrogène, c'est pas tout de suite quand même tout ça. Hein. Bon voilà, donc bon. Et à côté de ça, vous avez un mode vertueux, le train, 10%. Première idée simple, un peu moins sur la route, un peu plus sur le train. Voilà, ça c'est quand même pas, tout le monde peut comprendre. Ça fait des années qu'on dit ça. Ah mais oui, mais il faut le faire. Non, mais on en revient à ce qu'on dit. Oui, mais on se bouge, on ne bouge pas. Non, mais je veux dire, c'est comme on veut maintenant. Hein. Ou on fait semblant. Ben voilà, écoutez, moi à mon âge, c'est pas très grave, mais mes petits enfants, ils vont souffrir. Ou on agit. Vous voyez, maintenant, on est un peu au pied du mur maintenant. Hein, où on se ment, on fait semblant, on dit bon, voilà, ok, ben, les assureurs vont nous le rappeler. Hein, quand le jour où on sera plus assuré, le jour où la Floride sera plus assurée, c'est quoi le message que ça envoie? Qu'il faut plus construire en Floride. Point. Je veux dire, c'est plus rationnel de construire en Floride puisque le coût d'une maison, un ouragan, il va passer, il va détruire la maison. On va pas recommencer tous les ans. De ce côté-là, je trouve que l'assurance est un révélateur des sujets extraordinaires. Hein. Voilà, donc maintenant on est au pied du mur, on veut vraiment bouger ou on fait semblant. Si on fait semblant, faisons semblant, continuons, ça c'est un autre débat. Si on veut vraiment bouger, il faut bouger pour le ferroviaire. Voilà. Donc c'est 100 milliards, donc il faut 100 milliards. Alors tout part du réseau, c'est l'entreprise de réseau. On a oublié que tout le monde voit les trains, les gares, mais si le réseau n'est pas de bonne qualité, le train n'est pas de bonne qualité. Si le réseau n'est pas fiable, il tombe en panne, le train il va s'arrêter entre Brest et Rennes. Hein. Voilà, donc le réseau c'est fondamental. On a oublié ça, mais c'est fondamental. Donc faut mettre c'est une industrie de réseau. Il faut mettre de l'argent sur le réseau. Les 100 milliards, pour faire un peu de pédagogie, le chiffre existe, il a même été annoncé par la Première ministre, il est devenu officiel ce chiffre, hein, puisqu'il y a une annonce officielle de la Première ministre, c'est 2 fois 50 en gros. 50 c'est les projets, les lignes à grande vitesse, les projets express métropolitains, et là il y aura des tours de table par projet. Au fond, il y aura des tours de table par projet. Les collectivités locales, d'ailleurs, seront appelées, je pense. On le voit bien sur la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse, etc. Voilà. Donc là, c'est une somme de projets. L'État en prendra une partie, mais elle sera cofinancée, etc. Donc ça, c'est à peu près la moitié. L'autre moitié, c'est l'état du réseau d'aujourd'hui. On a un réseau qui n'est pas assez maintenu. Il faut mettre 1 milliard. On l'a négligé, le réseau ? Comment ? On l'a négligé, on l'a négligé, le réseau ? Pendant des décennies, on l'a négligé. On n'a pas mis assez d'argent sur le réseau classique. C'est le TGV, en gros, qui a pris toute la substance. Tant mieux. Mais pendant ce temps-là, on a fait des impasses. Alors ça ne se voit pas au bout d'un an, ça ne se voit pas au bout de 5 ans. Au bout de 10 ans, on commence à le voir. Au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, on le voit. Voilà, on a des parties du réseau qui ne sont pas assez en état, donc on est obligé de réduire la vitesse, par exemple. Enfin, c'est pas bien, quoi. Il faut faire quelque chose là-dessus. Et deuxièmement, on a un problème de technologie. La France est en train de prendre du retard, alors que le ferroviaire était une compétence d'excellence pour l'industrie française. On a nos voisins européens qui investissent dans les technologies digitales. Nous, on prend du retard. Donc, pour traiter le saut technologique d'un côté et l'état du réseau physique de l'autre, il faut 1,5 milliard de plus par an. La SNCF a dit qu'on apportera notre contribution à ce 1,5 milliard à la hauteur de nos capacités. Nous, on est une entreprise, hein, on apportera en fonction de nos résultats. Voilà, donc on le fera. Je pense que l'État sera amené à compléter, mais ça ne me semble pas inaccessible. De toute manière, si on ne le fait pas, le réseau, au lieu d'être capable de prendre 2 fois plus de trafic, il va progressivement se paupériser. Voilà, donc il y a un enjeu très fort. La partie se joue maintenant, dans les mois qui viennent. Le débat est enclenché. Les régions, d'ailleurs, nous aident beaucoup. Les régions sont en soutien de cette vision-là. Il faut qu'on arrive à converger. Et moi, je voudrais même une espèce de loi de programmation, un peu comme pour les militaires, parce que il faut du temps long aussi. Il ne s'agit pas de changer d'avis tous les ans. Il faudrait arriver à se mettre d'accord sur une planification de ces investissements et être sûr qu'on va les faire petit à petit pour effectivement apporter des réponses structurelles à la question de la mobilité dans notre pays. Vous avez un autre projet qui vous tient à cœur, ce sont les RER régionaux. Alors, est-ce que c'est décliner les RER d'Île-de-France ailleurs ? Il y en a un à Strasbourg, qui a un peu de mal au démarrage. Il va y en avoir d'autres ? C'est une idée qui n'est pas que la mienne ou la nôtre. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart des grandes villes de province ont des problèmes de congestion routière monstrueux. Enfin, moi, je suis bordelais, on n'arrive pas à rentrer à Bordeaux. J'arrive de Toulouse, c'est le même problème. Lille, c'est le même problème. Je ne sais pas comment c'est à Rennes ou à Nantes, mais je pense que c'est à peu près pareil. Tous les matins, les gens... C'est les gilets jaunes, d'ailleurs, hein, c'est venu de ça. Hein. C'est les gens qui n'ont pas le choix. Pourquoi ? Ils prennent leur voiture, pas par plaisir. Ils n'ont pas le choix.
Donc si on veut travailler ce problème de congestion, si on veut éviter le report modal là aussi de la voiture vers le train, les problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'à 2 € le litre, ça coûte cher, et alors que les abonnements régionaux, ils sont très abordables. Donc c'est du pouvoir d'achat, c'est la transition écologique, c'est l'aménagement du territoire. La voiture, une fois qu'elle est rentrée en ville, vous la mettez où? Vous la garez où? Il y a les ZFE qui arrivent en plus, vous voyez. Dans la voiture, c'est pas l'avenir. On voit bien que le mode routier, comme seule réponse pour rentrer tous les matins dans les villes, c'est quand même peut-être pas une très bonne idée. L'alternative, il n'y en a pas 36, c'est le train. Il faut profiter de ce que nous a légué l'histoire, c'est-à-dire de ces réseaux ferroviaires en étoile. On dit en étoile, on voit bien la carte. Hein. On a des lignes ferroviaires qui arrivent un peu de plusieurs directions, qui pénètrent dans les centres-villes de ces grandes villes. Ben, il faut mettre des services plus fréquents. Voilà, il faut accroître la fréquence. L'idéal, ça serait de passer au quart d'heure. Voilà, au départ de villes qui sont à 30-40 km de ces grandes métropoles. Et là, vous auriez un transfert modal de la voiture vers le train. Voilà, alors cette idée, elle est lancée. Il y a une loi qui met en place des instruments. Mais là encore, il faudra des projets par ville, par métropole, avec la région, avec la métropole. Vous avez déjà des idées de ville, un RER à Rennes, à Nantes Je crois que l'approche de la Bretagne est plus globale, parce qu'après, il y a la touche régionale à nouveau. Hein. Je pense que le président de région, il dit presque que c'est toute la Bretagne en fait, qu'il faut mettre dans cette logique-là. Il a une vision très globale de son territoire, ce qui est assez intéressante, un peu comme la Suisse, quoi. Il dit en fait, mon territoire il est global, il faut que j'ai une politique de fréquence sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça c'est l'approche bretonne. Vous avez à Marseille, ils ont une approche plus linéaire sur le littoral, Marseille-Toulon. À Bordeaux, c'est plus des étoiles un peu classiques de Libourne à Arcachon, etc. Vous voyez. Donc vous avez des réponses un peu différentes métropole par métropole, et c'est bien normal. Il faudra financer tout ça. D'ailleurs, la PUI sera certainement aussi dans le coup pour le financement de tout ça, mais c'est essentiel. Il y a plus de 10 millions de Français qui sont concernés. Voilà, là c'est vraiment quelque chose qui change la vie des gens dans leur vie quotidienne. Donc je suis bien. Pas de calendrier pour l'instant pour les RER bretons là. Il faut que les Bretons se mettent autour d'une table et discutent entre eux, discutent avec l'État. Mais on les connaît les Bretons, on sait que quand ils sont décidés, ils y arrivent. Donc je suis très confiant dans la capacité des forces vives bretonnes à créer leur réseau express métropolitain. Vous arrivez à financer tout ça, Jean-Christophe Laloux, parce que j'imagine que toutes les régions des 27 vous réclament. Alors on ne finance pas tout nous-mêmes. Hein. Nous avons évidemment, nous sommes en partenariat avec les banques du secteur privé, avec la Caisse des dépôts, avec la BPI en France, avec lesquels et les acteurs bancaires publics. Mais je pense par contre que ce que vient de dire M. Farandou est absolument crucial et sans doute assez méconnu. Aujourd'hui, nous avons un grand problème d'investissement sur les réseaux. Et ce n'est pas que le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire, c'est effectivement le cas en France et ailleurs en Europe, mais c'est aussi le réseau électrique. Parce que hier matin, j'étais à une conférence avec plusieurs chefs d'entreprise, dont le patron de BASF, le patron de Siemens Energy, qui étaient autour de la table. Et tous s'accordent à dire qu'on a un vrai problème énergétique en Europe. Un vrai problème énergétique. Le prix de l'énergie ne va plus revenir au niveau d'avant la crise. Et il y a un énorme problème d'approvisionnement énergétique. Alors c'est un problème européen, français, breton, parce que nous allons tous en souffrir, parce qu'il y a une baisse de compétitivité de l'Europe par rapport à ses concurrents qui, eux, ont accès à une énergie meilleur marché. Même si les modèles sont très différents selon les pays. Hein. Les modèles sont très différents, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'entreprises européennes avec des dizaines de milliers d'employés en Europe, disent nos investissements vont quitter l'Europe parce que nous avons un désavantage économique profond à rester avec un prix de l'énergie important et durablement plus élevé qu'à l'extérieur. Et de plus, il y a un énorme problème aujourd'hui en Europe qui est un problème d'approvisionnement et de distribution en vue des besoins d'électrification. Nous avons un réseau européen qui est insuffisamment interconnecté. Et nous avons un réseau européen dont la capacité est insuffisante par rapport aux besoins d'électrification. Alors vous parliez effectivement de vos besoins qui sont très élevés, mais lorsque demain nous aurons 80-90% de voitures électriques qui circulent, nous aurons un goulot d'étranglement qui sera en fait dans le réseau électrique. Le problème, c'est le délai aussi. Hein. En France, Emmanuel Macron lance entre 6 et 8 nouvelles tranches nucléaires, mais ça va se faire dans les 10 ans. C'est pour ça que M. Farandou a raison, il faut bouger maintenant, il faut bouger tout de suite. Ces décisions d'investissement doivent être prises absolument sans délai. Et ce qu'on voit effectivement aujourd'hui en Europe, c'est qu'il y a un sous-investissement, il n'y a pas encore suffisamment
de prise de conscience du besoin d'investissement dans les réseaux qui sont les parties de notre société, de l'infrastructure qu'on voit moins et qui ont l'air moins importantes, mais qui aujourd'hui, tout d'un coup, sont devenues beaucoup plus importantes que ce qu'elles n'étaient il y a 10 ans. Si vous voulez absorber l'électricité qui sera produite par les fermes éoliennes dont nous avons besoin et par le photovoltaïque dont nous avons besoin... Ferme éolienne que vous financez. Hein. Ah, qu'on finance, effectivement. On a fait Fécamp, ici en Bretagne. Bon, on n'a pas fait Saint-Nazaire, on en fera d'autres, on l'espère, et notamment l'éolien flottant. On en fait d'autres en Occitanie pour l'instant. On a besoin effectivement de cette nouvelle capacité énergétique renouvelable, mais on a surtout besoin que cette capacité énergétique puisse être intégrée dans le réseau malgré l'intermittence de cette énergie. Donc il est très urgent d'investir aujourd'hui dans nos réseaux, que ce soit le réseau ferroviaire, mais que ce soit aussi les réseaux électriques et de distribution. Chris Roy Ramos, vous formez, vous, les entreprises. J'ai vu ça, vous avez une espèce de climate school où des milliers de salariés passent et vous leur dites un peu ce qu'il faut faire. Alors tout à fait. On parlait de cette importance pour l'entreprise de comprendre les enjeux climatiques. Pour certaines entreprises, ça a vraiment du sens d'internaliser cette connaissance-là. Et donc on propose différentes formations. On a une formation qui ne couvre pas juste le sujet climatique au niveau de la planète, mais au niveau de l'entreprise et au niveau de ses métiers. Pour bien comprendre comment est-ce que ce changement-là va impacter la fonction achat, la fonction RH, la fonction finance. Et donc, internaliser cette compréhension de l'évolution climatique, ça devient primordial pour les entreprises. Donc, on a cette formation. C'est une formation qui est suivie aujourd'hui par 4 millions de collaborateurs. C'est des centaines d'entreprises. C'est la première formation sur le sujet en Europe, la AXA Climate School. Et nous avons lancé également récemment une formation sur l'entreprise régénérative. On en parlait un peu plus tôt. Le sujet climatique nous pousse sur des vraies questions de transition, mais ce n'est pas le seul. Parce que quand on tire le fil du carbone, on peut très bien décarboner si on le fait sans prendre en compte d'autres enjeux, comme la biodiversité, comme le cycle de l'eau, comme la vie des sols. On peut faire plus de mal que de bien. Et à ce niveau-là, il y a une vraie réflexion sur comment on aborde le complexe, comment est-ce que l'entreprise s'ancre dans son territoire pour réarticuler nos systèmes humains avec les systèmes environnementaux. Et à l'échelle des systèmes humains, comment est-ce qu'on change nos méthodes de collaboration ? Je vous parlais d'exemple de Bell un peu plus tôt, qui est vraiment dans des nouvelles logiques, pour bien comprendre quelles sont les singularités, les atouts de son territoire, et comment on en tire le meilleur pour faire face à ces évolutions-là. Et donc on propose une formation sur l'entreprise régénérative, la Butterfly School, qui promet de nombreux... C'est quoi une entreprise régénérative ? Ouais. Le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au carbone, par rapport à l'eau, par rapport à la biodiversité, on a des systèmes physiques qui se dégradent et qu'on a besoin de régénérer. On a besoin de remettre, je dirais, au niveau les conditions d'habitabilité de notre planète. L'entreprise régénérative, c'est ce qu'elle fait. Elle associe la création de valeur économique à, quelque part, un impact positif sur l'environnement. C'est ça le point de départ. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? C'est toute la question. Et j'entendais un petit peu plus tôt un intervenant qui fait partie de la CEC, de la Convention des entreprises pour le climat, qui, eux, ont vraiment un cap sur l'entreprise régénérative. C'est une entreprise, une fois de plus, qui s'ancre dans son territoire et qui collabore différemment. Jean-Pierre Farandou, on a souvent l'habitude de dire que les réseaux ferroviaires, maintenant, sont quasiment saturés. Est-ce que c'est ça aussi votre problème important du moment? On dit que les TGV sont saturés, qu'on ne peut pas en mettre plus, qu'on n'y arrivera pas. Alors, il faut faire des nouveaux TGV avec 2 étages, avec plus de monde à l'intérieur, mais comment vous faites pour gérer ça? Oui, il y a des risques de saturation, surtout qu'on veut doubler le volume. Donc forcément, la question de la saturation elle se pose. Alors, il y a 2 saturations. Il y a celle du réseau, des capacités, faire passer plus de trains sur un même réseau. Il y a ou créer des lignes, il y a les 2 sujets. Pour les services express métropolitains, il y aura plus de fréquences. Les réseaux actuels ne le permettent pas. Donc il y a deux solutions, où il y a des technologies modernes d'exploitation des trains qui permettent de faire passer plus de trains sur la même infra. Donc ça, on peut déployer ça, on peut gagner. Ça sont des signaux numériques ou des choses comme ça? C'est des exploitations digitalisées, suivies par satellite. Voilà. Donc on arrive à augmenter le débit des lignes de 30 à 40%. Et on n'a pas besoin de... C'est énorme. Hein. C'est énorme. On peut commencer par ça déjà. En plus, c'est européen, il y a plein de vertus, c'est interopérable au niveau européen. Ou deuxièmement, de temps en temps, il faudra créer des lignes. Donc ça, et on en revient aux 100 milliards. Voilà, et créer des lignes, c'est investir, c'est mettre de l'argent, développer le réseau. Deuxièmement, il y a le matériel roulant. D'ailleurs, une fois que vous avez fait ça, il faut qu'il y ait des trains.
Bon, le matériel roulant, là c'est plutôt industriel. C'est effectivement ce que j'ai expliqué sur le TGV. Là, en ce moment, pendant 1 an, on est un peu pris. Parce que, et même, on a même décidé, on va décider de garder nos vieux TGV 10 ans de plus, tellement on est pris. Voilà, d'habitude, on arrête déjà au bout de 40 ans. Alors ça va bien avec l'économie circulaire d'ailleurs, hein, puisqu'on va garder des trains, donc de la matière au fond, 10 ans de plus. Voilà, on va réinvestir dans ces trains. On va finir par voir arriver les nouveaux trains à partir de 2024-2025. Voilà, donc ça, à la limite, c'est une réponse industrielle de type achat, quoi. On achète du matériel. Mais il faut les deux. Il faut à la fois désaturer le réseau et à la fois acheter du matériel neuf. Voilà, il faut combiner tout ça pour être capable d'offrir plus de capacité à nos clients. La question des petites gares qui ferment, ça aussi, ça revient tout le temps. Est-ce que, si vous créez par exemple un RER, vous allez rouvrir certaines gares qui avaient fermé? Ça peut s'envisager, ça? Ah oui, bien sûr, ça fait partie du projet, parce que si on fait des RER ou des services express régionaux métropolitains, peu importe le nom, on a compris le sujet. D'ailleurs, des trains plus fréquents pour aller chercher les gens qui veulent rentrer dans les centres-villes tous les matins et repartir le soir. Il faut les ramasser, ces gens-là. Donc pourquoi pas réactiver des gares qui peuvent avoir du sens, des petites gares avec des parkings. Alors peut-être qu'elles seront simples, hein, je veux dire, simple, ça ne veut pas dire négligées, hein, mais d'un accès facile, oui. Donc je pense que dans ces projets de réseau express métropolitain, il peut y avoir un sujet de réouverture de gares ou d'avoir des gares plus importantes pour aller chercher le maximum de clientèle et de population. Dernière question, parce qu'il va falloir se quitter. Le président de la République, ce week-end, a évoqué un pass illimité pour les transports locaux pour les jeunes, comme ça se fait en Allemagne. Favorable à ça? Par principe, je suis favorable à tout ce qui amène la clientèle dans les trains. Donc moi là-dessus, après voilà, donc bien sûr, en tant que président de la SNCF et défenseur du mode ferroviaire, tout ce qui concourt à convaincre les gens de prendre le train, ça me va bien. Après bon, il y a des débats, on l'a vu, qui ont commencé à s'engager entre l'État, les régions, voilà, donc tout ça va être discuté. Mais en termes de principe, bien évidemment, je peux être que favorable à tout ce qui permettra de rendre le train plus accessible et plus facile. Merci beaucoup, je crois qu'on peut vous applaudir pour ces réponses extrêmement concrètes. Merci à vous.